Avec nous pour cette nouvelle édition de Futurapolis Santé, et nous vous proposons donc en ce début d'après-midi donc une conférence qui va porter sur la pollution. Alors lorsque l'on évoque le sujet de la pollution, on pense essentiellement à la pollution dans nos villes, alors qu'il existe aussi des polluants dans nos intérieurs, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, là où nous passons énormément de temps. Donc c'est cette question que nous allons aborder. Quels sont donc ces polluants que nous devons éviter? Comment pouvons-nous les éviter? Et nous avons donc la chance d'accueillir deux spécialistes. Donc je vous demande d'accueillir donc Clémence Pouclé, qui est conseillère et formatrice en santé environnementale, conseillère médicale en environnement intérieur. Clémence, donc vous avez cofondé La Vie en Vert en 2014 et vous avez écrit la petite Bible de la santé environnementale aux éditions Thierry Soucard, que vous pouvez nous montrer. Et je vous demande également d'accueillir Julien Ebalin, directeur Languedoc-Roussillon, directeur d'agence de Kaufmann & Broad. Bonjour Monsieur Ebalin. Et pour animer nos échanges, donc Guillaume Gralet, rédacteur en chef Tech et Sciences au journal Le Point. Bonjour Guillaume. Et donc c'est parti pour aborder le sujet de la pollution dans nos intérieurs. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup Clémence et Julien. Alors effectivement, c'est l'ADEME qui le dit, l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Et il y a énormément de polluants, comme on le voit très bien dans votre livre Clémence, des polluants de 3 types. Est-ce que vous pourriez nous les détailler et nous dire à quel point ils peuvent influer sur nos vies? Moi, je me réfère, l'année dernière, Le Point a consacré une couverture sur l'air. Et il y avait un article absolument brillant de Chloé Durand-Parenti où on apprenait qu'il y avait des oxydes d'azote, des composés organiques semi-volatiles, mais également de l'ardent, des moisissures. Comment on peut se prémunir de tous ces polluants? Oui, alors en effet, donc dans l'air intérieur, on a 3 types en fait de polluants. On a les polluants chimiques, les polluants physiques et les polluants biologiques. Alors par exemple, dans les polluants biologiques, on peut avoir les acariens, donc qui sont très présents dans nos intérieurs. On a aussi les moisissures, les pollens, tout ce qui est virus et bactéries. Et puis on a les polluants physiques qui sont par exemple le radon, donc qui est un gaz radioactif naturel, mais aussi les fibres des isolants et puis les particules en suspension qu'on peut générer via les désodorisants ou ce qui est combustion. Et enfin, le 3e type, c'est les polluants chimiques avec notamment les composés organiques volatiles, donc comme le formaldéhyde par exemple, qui est une substance cancérogène qui s'échappe des peintures, des mobiliers, etc. Et les composés organiques semi-volatiles qui sont plutôt des substances qui vont s'échapper, donc les retardateurs de flamme qu'on va trouver dans les canapés, dans les écrans, les télévisions, ou encore les phtalates, donc qui sont des plastifiants qu'on trouve aussi dans les parfums de synthèse, qui sont des perturbateurs endocriniens par exemple. Et le radon, par exemple, en France, pour être très concret, on va le trouver par exemple dans les Vosges, dans les zones montagneuses. Alors le radon, oui, c'est une substance qui est surtout émise dans les sous-sols granitiques et volcaniques, donc on n'en trouve pas partout en France. Il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. Et dans ces cas-là, c'est important de faire des diagnostics radon avant la construction des maisons, puisque le radon est quand même la 2e cause de cancer du poumon en France après le tabagisme. Donc c'est assez méconnu, mais c'est aussi une substance à laquelle on peut faire attention. Alors Julien, merci beaucoup Clémence. Julien, dans les nouvelles constructions, quelles sont les précautions que vous prenez? Parce que on construit from scratch par définition. Et est-ce qu'on va passer par l'aération, par des nouveaux types de fenêtres? Très concrètement, comment vous faites en sorte de limiter cette pollution intérieure? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour lutter contre l'étalement urbain et la zéro artificialisation des sols, on construit aujourd'hui dans des villes, des métropoles, qui sont par essence d'autant plus polluées. Et à ce titre, la première des choses, quand on a la feuille blanche, c'est comment on implante le bâtiment. Aujourd'hui, il faut avoir 70 ou 80% des logements qui sont traversants pour garantir une aération ou traversante ou en grand. L'aération, je pense que c'est la clé pour renouveler l'air, associée à des dispositifs de ventilation, simple ou double flux, qui permettent de compléter ça. Quelque chose tout bête, mais peut-être mettre des fenêtres aussi haut battantes ou coulissantes plutôt qu'ouvrant à la française pour éviter les courants d'air. Et Clémence le rappelle dans son livre, il faut aérer
combien de fois par jour et combien de minutes? Alors, ce qui est important, c'est d'aérer 2 fois par jour, pardon, pendant 5 à 10 minutes, donc dans chaque pièce, d'aérer en grand, donc éviter l'entrebâillement qui ne permet pas un renouvellement d'air assez rapide en tout cas. Et puis surtout, penser à aérer été comme hiver, parce que souvent en hiver, on a tendance à moins aérer, sauf que l'humidité s'accumule aussi avec la condensation. Et avec le chauffage, en fait, les polluants s'échappent davantage du mobilier, des peintures, etc. Donc c'est important de bien penser à aérer été comme hiver. Merci Clémence pour ces conseils super pratiques. Julien, on revient vers vous, vers les précautions en fait, que vous appliquez, vous essayez d'appliquer au quotidien. Oui, chez Kaufmann et Broad, on a choisi de ne pas avoir recours aux matériaux dont la notation COV, donc c'est les composés organiques volatiles, est inférieure à A. Donc pour les peintures intérieures, c'est du A+. On peut faire mieux, mais on essaye déjà d'atteindre ce minimum. Et ensuite, il y a les revêtements de sol, où aujourd'hui, pareil, il faut avoir du A et du A+, dans la colle, et les enduits, qui sont très importants. Donc des exemples concrets, on peut avoir de la peinture à base végétale ou minérale, à l'algue, à la terre de sienne, et des carrelages aussi qui sont plutôt non traités chimiquement, avec une colle naturelle. Juste sur les peintures, je laisse réagir Clémence et on reviendra à vous, Julien. Oui, alors en effet, donc le A+, alors c'est ce qui peut se faire de mieux au niveau justement industriel, puisque c'est plus facile au niveau de la production. Par contre, en tant que particulier, on peut choisir des peintures qui vont plus loin, offrent plus de garantie, puisque en fait l'étiquetage A+, il est fait 28 jours après la pose. En fait, les mesures sont effectuées 28 jours après la pose de la peinture. Donc la peinture, elle peut émettre de grandes quantités de composés organiques volatiles pendant un mois. Donc c'est toujours bien d'aller encore plus loin. Donc il y a des labels, notamment le label Nature Plus, qui est le plus exigeant en tout cas des labels aujourd'hui. Et puis après, ce qui est encore mieux et ce qui est moins cher, ça va être les peintures à la chaux, les peintures à l'argile, à la caséine, qui sont des peintures qui n'émettent absolument aucun composé organique volatile. Et donc avec des pigments naturels évidemment. Donc c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour la santé et la planète. Et là aussi, question très pratique, quelle est la différence entre A et A+, et c'est une mention qu'on trouve donc sur les pots de peinture? Oui. Est-ce que vous voulez répondre ou ça... Alors la différence entre A et A+, en fait, ça dépend de la quantité de composés organiques volatiles qui sont émis justement après cette mesure 28 jours après la pose. Et donc moins il y a de composés organiques volatiles, plus on va aller vers le A+. Voilà. Et donc ça, c'est indiqué sur les pots de peinture. Aujourd'hui, l'étiquetage, il est obligatoire depuis 2013, donc on est censé retrouver cet étiquetage. Ça peut être B, C, A ou A+. Alors évidemment, le mieux, c'est de retrouver le A+. Comme le Nutri-Score. Voilà, exactement. Puis ce qui m'a marqué aussi, c'est que quand on vient de repeindre chez soi, ça dure 28 jours. Il faut prendre des précautions assez longtemps. Oui, surtout que le pic d'émission, il est à 3 jours après la pose de la peinture. Donc normalement, au moins pendant une semaine, on ne devrait pas utiliser la pièce qu'on a repeinte, même avec une peinture A+. Merci beaucoup. Julien, vous laisse terminer sur toutes les précautions que vous prenez. Ouais, alors, la pollution de l'air, elle est aussi causée par les espèces végétales allergènes qu'on implantera dans nos jardins. Chez Kaufmann et Broad, on a fait le choix d'avoir un espace vert dédié par résidence, donc il faut être très attentif à ce qu'on met. 75% des espèces végétales qu'on plante sont à risque allergène faible, donc c'est des pins, des mûriers, des noyers, et on limite à 25% les risques modérés, pas de risque allergène fort. Voilà, ça c'est notre choix. Très bien. Clémence, sur les arbres, et puis après, j'aurai un autre conseil pratique sur le parquet, parce que il paraît que l'huile de lin est beaucoup plus vertueuse et peut coûter moins cher aussi que d'autres produits d'entretien. Oui, alors juste sur les pollens, c'est vrai qu'il y a à peu près un tiers des Français qui sont allergiques aux pollens. Alors ce qu'on peut faire en tout cas, notamment en période d'émission des pollens, donc plutôt au printemps, c'est d'aérer tôt le matin et tard le soir pour éviter justement que les pollens rentrent trop dans la maison, surtout si on est allergique. Et sinon, oui, la question sur les... Sur l'entretien du parquet, on en a parlé tout à l'heure. Oui, sur le parquet, alors c'est vrai il vaut mieux éviter tous les vitrificateurs, donc les produits vitrificateurs qui vont émettre beaucoup de solvants, de composés organiques volatiles, donc certains sont cancérogènes, notamment le formaldéhyde. Donc plutôt l'huile de lin, c'est tout simple, c'est un produit naturel et qui protège le parquet et qui évite d'être exposé à des substances toxiques. Et qui coûte moins cher en plus. Et qui coûte moins cher, oui. Bon, c'est pas neutre. Il y a une autre forme de pollution qui est intéressante, et c'est la pollution visuelle et sonore. Je crois que ça vous passionne tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Julien, peut-être ? Oui, alors la pollution visuelle, c'est avant tout la pollution lumineuse. La pollution lumineuse à l'intérieur des immeubles. Aujourd'hui, chez nous, on a fait le choix en tout cas de généraliser les ampoules à LED avec des faibles minuteries pour être beaucoup plus efficient. On a aussi fait le choix, à l'époque, il y a encore quelques années de ça, la lumière était mettait en avant l'architecture.
Aujourd'hui, on arrête d'éclairer les bâtiments la nuit pour être beaucoup plus raisonnable et raisonné. Et la pollution acoustique, je ne sais pas si vous voulez en parler ou si j'en parle, mais voilà. Juste sur la pollution visuelle, ça peut aussi inquiéter éventuellement, si on est en pleine campagne, les animaux autour de la maison, c'est ça? Oui, c'est une vraie problématique aujourd'hui, la pollution lumineuse. D'ailleurs, parce que si on ne voit plus les étoiles, donc ça peut être aussi un problème pour les personnes notamment qui les étudient, mais aussi pour la biodiversité, parce que ça perturbe en fait les comportements naturels des animaux, notamment les animaux nocturnes, donc avec des problèmes de reproduction des espèces, des problèmes de troubles du sommeil, mais aussi chez les êtres humains finalement, ou quand on est dans des environnements trop lumineux, ou avec des lampadaires en dessous de la fenêtre toute la nuit, ou des choses comme ça perturbe aussi la qualité du sommeil, donc ça a aussi des impacts sur la santé. Merci beaucoup. Sur la pollution sonore, Julien? Alors la pollution acoustique, on le disait, on construit de plus en plus dans des métropoles, donc très sujette au bruit, y compris la nuit. Donc des dispositifs de double, voire parfois triple vitrage, et des extérieurs aussi qui sont parfois conçus sous la forme de véranda ou de bow window pour garder son intimité tout en étant à l'abri du bruit au cœur de la ville. Très bien. Je voulais juste réavoir votre avis, Clémence, sur les peintures. C'est Julien qui en a parlé tout à l'heure. On en a parlé aussi. Je crois que vous aviez des conseils aussi sur des peintures à la chaux, par exemple, qui peuvent être intéressantes. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'au niveau des économies, en tout cas à réaliser, ce qui est le plus économique et le plus écologique aujourd'hui, c'est de s'orienter sur des peintures à la chaux. Donc c'est juste un mélange de chaux aérienne et d'eau, en fait. Donc c'est des choses qui peuvent être à la portée de tout le monde, on va dire. Voilà, il faut juste un peu plus de technique pour faire des enduits, mais en tout cas la peinture à la chaux, c'est assez facile. Et après, on rajoute des pigments. Si on veut pas une peinture blanche, on rajoute des pigments naturels. Et donc c'est aujourd'hui ce qui se fait de plus économique et de plus écologique et qui permet d'avoir, notamment si on veut repeindre une chambre pour un bébé qui arrive, voilà, d'avoir zéro impact sur la santé. Bon, ben, merci beaucoup. Alors là, on a vu comment on peut construire, on doit construire mieux. Mais une fois qu'on a une maison, une fois qu'on a un appartement, il y a des conseils que vous donnez dans le livre et qui sont, j'allais dire contre-intuitifs. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. C'est très mauvais, en tout cas, par exemple, de brûler de l'encens chez soi, même si ça peut procurer une sensation assez agréable. Est-ce que vous nous expliquez pourquoi et peut-être d'autres conseils un petit peu de bon sens? Oui, alors c'est vrai, c'est-à-dire que, comme ce que disait Julien, donc en fait, il y a toute la conception du bâtiment à la source qui est importante, mais après, nous, quand on va occuper le logement, la question de la réduction à la source des polluants qui est extrêmement importante, donc au-delà de la ventilation et de l'aération, c'est la réduction à la source. Et ça, nous, ce qu'on peut faire, sur quoi on peut agir, c'est sur le choix des produits d'entretien, donc qui sont un gros émetteur notamment de formaldéhyde, donc et encore cette substance cancérogène, donc qui est surveillée aujourd'hui dans les crèches et les écoles, justement parce qu'elle est très présente, elle est à peu près 10 fois plus présente en intérieur qu'à l'extérieur. Donc sur les choix des produits d'entretien, on peut opter pour des ingrédients de base du ménage écologique, donc par exemple le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir, c'est un peu les 3 ingrédients qui sont les plus connus aujourd'hui, il y en a d'autres. Et puis opter pour des produits écolabellisés, donc ça va être aussi une manière de réduire ces substances qui sont neurotoxiques, cancérogènes, et puis d'autres qui sont aussi des perturbateurs endocriniens, donc qui agissent sur le système hormonal. Par rapport aux désodorisants, ce qui est important, c'est d'éviter tout ce qu'on fait brûler, donc les bougies parfumées, l'encens et le papier d'Arménie. C'est-à-dire que quand on les fait brûler, c'est un peu comme si vous aviez un gaz, un pot d'échappement dans la maison. Ça libère du benzène, notamment, qui est une substance aussi cancérogène, qui est aussi surveillée aujourd'hui dans les crèches et les écoles. Ça fait partie de la nouvelle réglementation sur la qualité de l'air intérieur. Et donc, on peut opter, alors plutôt pour les désodorisants, il n'y a pas énormément de solutions. C'est plutôt sur l'aération, ou alors après sur absorber les odeurs avec du bicarbonate de soude ou alors une petite goutte d'huile essentielle sur un galet, par exemple. J'allais vous poser la question justement des huiles essentielles et comment là aussi les utiliser. Est-ce qu'il faut utiliser les appareils où on verse quelques gouttes et l'appareil permet de diffuser l'huile essentielle, ou est-ce qu'il faut l'utiliser pure? Alors, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est les sprays aux huiles essentielles qu'on voit aujourd'hui un peu partout en pharmacie. Ces sprays qui sont en fait très irritants, donc qui libèrent un cocktail de composés organiques volatiles très impressionnant. Et donc, pour les asthmatiques et les allergiques, ça peut être très problématique. Et puis, ça peut, pour les personnes qui ne sont pas encore allergiques, ça peut les sensibiliser si on les utilise trop fréquemment. Donc, il vaut mieux, dans ces cas-là, utiliser un diffuseur d'huile essentielle, mais alors de manière très modérée, et pas si on est enceinte ou si on a des jeunes enfants à la maison, encore moins si on a un chat, parce que ça peut tuer les chats. Voilà, donc je préfère le préciser. Une huile essentielle à la fois. Voilà, pas faire des mélanges et puis diffuser 30 minutes de temps en temps, mais pas en continu non plus, parce que c'est quand même pas anodin, les huiles essentielles. Voilà, c'est très concentré, c'est quand même des composés organiques volatiles.
Bon, c'est génial, c'est Merci. extrêmement concret. Merci beaucoup. Et bien sûr, on va prendre des questions tout à l'heure de la salle. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parce que c'est très concernant. Moi, j'avais une autre question très concrète à vous deux. C'est les purificateurs d'air, parce qu'on a beaucoup parlé avec avec le SARS-CoV-2. On voit énormément de déroulés marketing. Ça peut être, je ne vais pas citer les marques, mais il y en a beaucoup. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou est-ce que le coût écologique, finalement, de la construction de ces purificateurs fait l'effet opposé, tout simplement? Alors en fait, il y a plusieurs types de purificateurs d'air aujourd'hui. Alors parfois on parle des plantes dépolluantes. Alors celles-ci, elles sont assez à la mode, mais en fait elles sont efficaces en conditions de laboratoire, mais pas suffisantes à la maison pour dépolluer, puisqu'il y a énormément de sources de polluants justement. Donc ça peut être bien pour agrémenter la pièce, mais pas pour dépolluer l'air, en tout cas comme on a. Mais ça fait pas de mal, si c'est pas. Ça fait pas de mal, sauf si on met ça fait pas de mal, sauf si on met des plantes allergènes. Donc ça dépend des personnes aussi de leur sensibilité. Par exemple, on va éviter le ficus benjamina qui est très allergène. Sinon, voilà, ça pose pas de problème. Ça fait du bien de voir des plantes à la maison, mais il ne faut pas les mettre en ayant l'impression que ça va résoudre nos problèmes de pollution intérieure. Pour les deux autres techniques de purificateurs d'air, on a aujourd'hui les ioniseurs d'air et les filtres. Donc on a des filtres en fait mécaniques, soit à charbon actif, des filtres à catalyse. On a différents systèmes. Alors en fait, donc pour mon avis personnel, c'est des systèmes qui sont coûteux et qui ont des inconvénients aussi au-delà de la consommation d'énergie. Par exemple, les ioniseurs d'air, certains peuvent émettre de l'ozone, donc du mauvais ozone, donc celui qui aussi peut avoir un impact sur la santé. Et puis ça rajoute des champs électromagnétiques aussi dans la maison. Et notamment, les ioniseurs d'air vont agir sur les polluants physiques, mais pas sur les polluants chimiques. Donc il y a aussi toutes ces thématiques-là à prendre en compte. Donc moi, souvent, ce que je recommande, c'est de dire que les purificateurs d'air, c'est la solution de dernier recours si vraiment on a agi sur la réduction des polluants à la source et qu'on n'a pas trouvé de solution. Je ne sais pas si on habite à côté d'une usine ou au-dessus d'un feu rouge, par exemple, où il y a beaucoup d'hydrocarbures. Ça peut être une solution, mais vraiment de dernier recours parce que l'investissement est coûteux et qu'on a beaucoup de solutions avant pour réduire les polluants à la source. Alors, allez-y. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on passe, on se le disait, 80 à 90% de son temps dans des lieux clos, avec un air intérieur qui est, je crois, 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Aujourd'hui, un exemple concret, avec le télétravail, on se dit qu'on reste peut-être toute la journée dans le même lieu. Donc c'est d'autant plus important de le traiter et scientifiquement et au début, dès la construction. C'est vrai, c'est un endroit de travail, de coworking éventuellement. Rapidement, avant de passer aux questions, je voulais avoir un dernier avis aussi sur les systèmes de chauffage ou de climatisation que vous préconisez. Alors, nous, aujourd'hui, on évite toute énergie fossile. On essaye d'être innovant. On a un projet au Cap d'Agde où on fait de la géothermie marine. Donc, on va pomper l'eau du port et les calories de l'eau du port en surface et dans les fonds pour créer du côté de notre chauffage, de l'autre du rafraîchissement. On bannit le gaz, évidemment. Je pense qu'il faut aujourd'hui en arriver là. Et puis, il y a d'autres systèmes qui se mettent en place tout aussi innovants. Sur la clim, on en parlera après. Oui, alors en tout cas au niveau des systèmes de chauffage, ce qui est aussi important et parce qu'au niveau technique, je maîtrise un peu moins. Par contre, ce qui est important, c'est de maîtriser aussi les consommations d'énergie à la maison et notamment de régler le chauffage sur 19 degrés. Donc c'est la température qui est conseillée à la fois de confort et puis pour préserver aussi la planète. Et également, puisque en fait, plus la température est élevée, plus les acariens vont se multiplier, plus les polluants vont se libérer. Donc il y a aussi ce système-là, c'est-à-dire au-delà du système de chauffage qu'on choisit, c'est aussi de ne pas surchauffer dans la maison et donc d'adopter des pratiques aussi d'économie d'énergie. Merci beaucoup. Et dans la chambre aussi, 19 degrés? Alors, dans la chambre, plus bas, ouais, normalement, c'est pas plus de 16-17 degrés dans la chambre. Voilà. 19 degrés, c'est pour les pièces de vie. Voilà. Très bien. Alors, j'imagine que vous avez des questions. On apprend énormément de choses, donc n'hésitez pas à lever la main. Je vous remontre aussi la petite Bible donc, de santé environnementale de Clémence Pouclet. C'est véritablement une Bible où on apprend énormément de choses. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, peut-être, moi, j'avais envie d'aborder la question aussi des lieux professionnels, des bureaux. Est-ce que c'est une problématique qui est davantage prise en considération aujourd'hui ou est-ce que nous-mêmes, on a quelques gestes qu'on peut réaliser au quotidien pour se prémunir contre la pollution dans les bureaux? Et est-ce qu'elle est très différente de celle des logements? Alors,
Au niveau de la conception des bureaux, alors ça commence tout juste à être pris en compte. Je pense que ça fait pas très longtemps qu'on prend en compte la qualité de l'air intérieur. Donc on a eu, depuis 83, il y a un syndrome qui est reconnu qui s'appelle le syndrome des bâtiments malsains. Et donc souvent ça se passait justement dans des bureaux, soit parce que donc c'est des syndromes qu'on avait en fait avec soit l'air était trop sec, trop humide, avec avec après un cocktail de polluants. En tout cas, ce à quoi on peut faire attention au bureau, c'est par exemple, alors s'il y a des moquettes, c'est pas terrible en général. Bon, même si c'est pas forcément des nids à acariens parce qu'il faut des matelas pour que ce soit des réservoirs à acariens à côté, mais elles sont souvent traitées anti-taches, anti-incendie, donc avec des substances toxiques. Et puis on peut faire attention du coup aux produits d'entretien qui sont utilisés pour nettoyer les bureaux parce qu'il y a beaucoup de produits désinfectants, notamment j'y pense aujourd'hui avec le Covid, qui contiennent ce qu'on appelle des ammoniums quaternaires qui sont liés aux asthmes professionnels. Et donc les personnes qui sont quotidiennement en contact avec ces produits désinfectants peuvent développer de l'asthme. Et donc ça, on peut déjà faire attention avec les produits avec lesquels nos bureaux vont être détergés. Et après, bon, il y a tous les problèmes de polluants, mais ça, on est tous un peu exposés, donc qui s'échappent des écrans d'ordinateur, les retardateurs de flamme. Et dans ces cas-là, c'est les pratiques d'aération aussi qu'on a à la maison qu'il faut garder aussi au bureau par rapport à voilà, tous ces perturbateurs endocriniens qui s'échappent. C'est un super point. Et je poursuis la question d'Hélène en continuant le tour du propriétaire, en tout cas de l'occupant des logements personnels ou professionnels. Sur les éclairages, est-ce que vous avez des conseils précis pour à la fois peut-être des éclairages qui consomment moins d'énergie et aussi qui soient moins polluants visuellement, les plus agréables? Sur les éclairages, déjà, pour éviter d'éclairer, il faut créer de grandes baies vitrées, de grandes surfaces vitrées. La loi aujourd'hui régit des minimums de surfaces vitrées à respecter. Déjà, si dans la conception, on arrive à avoir un logement lumineux le plus possible la journée, on éclairera beaucoup moins. Et ensuite, on le disait, des ampoules à LED, des détecteurs de présence. Ça, en tout cas, c'est sur la partie conception, c'est extrêmement important. Oui, sachant qu'il n'y a pas de solution miracle, en fait, parce que les ampoules à basse consommation, elles émettent un champ électromagnétique, donc il faut éviter de les mettre trop près de son lieu de travail, de son bureau, c'est-à-dire éviter de les poser juste à côté de soi. Et les LED, elles émettent de la lumière bleue, donc il faut aussi choisir, on peut trouver des LED qui sont moins nocives, en tout cas par rapport à la rétine, si on choisit en fonction du nombre de Kelvin, en tout cas de la lumière chaude et puis moins luminescente. Donc il n'y a pas de solution miracle. Dans les deux cas, que ce soit des ampoules à basse consommation ou des ampoules à LED, on peut faire des choix pour qu'elles soient moins impactantes sur la santé. Et du coup, c'est vrai que l'idée de la luminosité naturelle est de toute façon plus adaptée. Mais voilà, ces deux types d'ampoules-là, dans tous les cas, il y a un inconvénient également qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a une question? Non? Pas pour le moment. Si? Ouais, monsieur. Ah voilà, très bien, merci. Je me lève. Bonjour, merci pour cette conférence. J'ai une question sur le bicarbonate de soude. On m'a parlé que c'était très efficace contre les acariens quand on en mettait un peu partout sur le lit. Qu'en pensez-vous ? Alors, très efficace. Alors non, ça permet de nettoyer le matelas en profondeur, mais si on a des problèmes d'allergie aux acariens, ce qui est plus efficace, c'est de mettre des housses en fait anti-acariens, qui sont des housses avec des fibres des mailles très fines qui empêchent les déjections d'acariens de ressortir du matelas. Du coup, c'est pas un traitement chimique. En fait, ce qu'il vaut mieux éviter, c'est les matelas à traitement acaricide parce que c'est des biocides, donc des pesticides qui ont d'autres impacts sur la santé. Donc, il vaut mieux ajouter une housse anti-acarien sur le matelas. Après, on peut faire un nettoyage au bicarbonate de soude de temps en temps, mais c'est pas forcément ce qui sera le plus efficace. Et puis après, laver en tout cas les couettes, les housses à 60 degrés. En fait, laver à 60 degrés, ça va tuer tous les acariens, donc les laver régulièrement à 60 degrés et laver les couettes à peu près tous les 3 mois si c'est des couettes synthétiques, ça va permettre d'éliminer les acariens. Et après il y a de la literie qui permet d'éviter en fait par exemple les couettes en laine naturelle. La laine c'est naturellement anti-acarien, donc on a aussi des matériaux qui permettent d'éviter les traitements et qui prennent encore une fois le problème à la source. Voilà, donc plutôt de la literie en matériaux naturels, et puis sinon plutôt des housses anti-acariens que des traitements. Et après, bicarbonate de soude, ça fera pas de mal au matelas, mais c'est pas forcément ce qui sera le plus efficace.
Merci beaucoup, j'espère qu'on a répondu à votre question. Moi, je voulais, pour terminer sur l'enquête qui était vraiment géniale et exhaustive de Chloé Durand-Parenti dans Le Point, que vous pouvez retrouver en ligne, elle avait listé vraiment tout ce qu'on pouvait avoir comme pollution intérieure. Et il y a un thème sur lequel je voulais avoir votre avis, c'est ce qui concerne les moisissures, voilà, qui peuvent venir de l'extérieur. Est-ce qu'il y a un peu des solutions plus efficaces que d'autres, en tout cas? Alors après, c'est encore une fois, oui, les moisissures, c'est un vrai problème dans certains logements. Donc c'est l'humidité, souvent la condensation. Alors parfois, ça peut être lié à des infiltrations d'eau dans le mur, et dans ces cas-là, c'est des gros travaux. Mais sinon, ça peut être lié au manque d'aération, de ventilation, et puis à l'humidité. Alors oui, ça peut poser vraiment des gros problèmes de santé, hein, à terme, les moisissures. Donc qui peut être fait, en fait, il n'y a pas énormément de solutions une fois qu'on a un mur qui est vraiment imprégné de moisissures. Donc malheureusement, ce n'est pas un produit que je conseille d'habitude, mais c'est ce qui fonctionne, c'est l'eau de Javel. Mais en fait, il faut faire appel à un professionnel, parce que si on libère les spores, si on frotte et qu'on libère les spores, elles vont aller se mettre ailleurs et vraiment pénétrer profondément dans les voies respiratoires. Merci beaucoup. Et la même question sur les fibres minérales artificielles, en fait, qui sont émises souvent par des matériaux isolants synthétiques comme la laine de verre. Et là-dessus, vous avez quelques préconisations également, Clémence ? C'est-à-dire qu'il faut mieux éviter d'isoler avec de la laine de verre ou laine de roche, qui sont en effet des matériaux qui libèrent des fibres qui vont aller se mettre très loin, en fait, dans les voies respiratoires. Donc plutôt privilégier le chanvre, la ouate de cellulose. Il y a différents types d'isolants. Il y a des panneaux de liège aussi, des panneaux de fibres de bois. Aujourd'hui, on trouve quand même toute une gamme, peut-être que Julien connaît bien aussi, de toute une gamme d'isolants naturels. La paille, en fait, hein, qui est un très bon isolant aussi, qui évite en fait ces problématiques de santé. Et surtout, si on a des travaux à faire, c'est comme si on a de l'amiante, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire appel à des professionnels qui auront les protections nécessaires pour éviter de se faire impacter, en tout cas par ces microfibres qui vont rentrer très loin dans les voies respiratoires. Merci beaucoup. Et Chloé déconseille également la fibre de céramique réfractaire, également, tout comme la laine de roche, comme vous venez de le dire, Clémence. Sur les isolants, Julien, comment vous prenez ça en compte ? On le prend en compte en proposant plutôt des isolants biosourcés. Donc effectivement, il y a des isolants qui vont être de plus en plus à bannir. Après, il faut qu'on voit aussi le site, l'immeuble en l'espèce, mais le chanvre, c'est très bien. On a aussi répondu sur un concours avec de la mélisse, donc c'est des tissus, c'est du coton recyclé. Voilà, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, et on va y venir dans tous les cas sur les prochaines années. Ouais. Oui, le problème, juste pour compléter, c'est que souvent c'est des mousses aussi, des mousses du polyuréthane qui sont utilisées en isolant. Et quand elles brûlent, quand il y a un incendie, en fait, ça libère des gaz extrêmement toxiques, ça s'appelle des isocyanates, et aussi de l'acide cyanhydrique, qui est le gaz, en fait, malheureusement, qu'on respirait dans les chambres à gaz. Donc quand ça brûle, ces mousses isolantes, elles peuvent générer des substances hyper toxiques. Et ça aussi, il faut le mieux le penser avant la conception du bâtiment. Merci beaucoup. Merci. Pas d'autres questions. On arrive déjà au terme de cette conférence. En tout cas, un grand merci pour toute cette foule de conseils pratiques. C'était absolument passionnant. Donc, merci à vous. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci. Et je profite peut-être des quelques secondes qu'il nous reste pour remercier notre partenaire Medtronic, donc qui va planter 25 arbres toutes les 250 000 vues donc de cet événement. On a déjà dépassé les 200 000, donc on est ravis. Et merci à eux, merci à vous tous qui nous suivez dans cette salle ou en direct derrière vos écrans. Merci encore. On se retrouve donc dans 2 minutes donc pour notre prochaine conférence qui va porter sur le grand âge et surtout sur les espoirs qui sont liés au grand âge. À tout de suite. Merci.